TV. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Environ 600 milliards de francs CFA pour transformer le tourisme béninois d'ici 2027. Face à ce défi, le gouvernement passe à l'action pour former une main-d'œuvre locale d'excellence. Le programme Azoli de l'ANPE vient de lancer sa toute première cohorte d'étudiants à l'école des métiers du tourisme. Cap dans ce journal sur Glodjigbe au cœur d'une ferme agricole pas comme les autres. Ce complexe booste la production locale d'œufs tout en offrant des emplois à la jeunesse. Visite guidée sur place avec Victorine Bondé et Bernold Jobé. Des déchets du quotidien transformés en objets d'art, c'est le pari réussi de nos plasticiens. Découvrez dans ce journal le travail incroyable et engagé de René Samuse et de Benjamin Deguénon, un reportage au cœur de la création béninoise contemporaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Près de 600 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu pour renforcer le secteur touristique béninois à l'horizon 2027. Et vous allez le voir, le gouvernement s'active déjà pour une main-d'œuvre de qualité prête pour les potentielles demandes du marché. Le programme Azoli de l'ANPE vient de lancer une première cohorte de formation à l'école des métiers de tourisme, hôtellerie et restauration. Reportage Rodrigue Ola Babaguito et Macléode Adamsoni. En Afrique de l'Ouest, le Bénin est considéré aujourd'hui comme le 5e pays le plus visité. Un positionnement qui draine avec lui plusieurs opportunités d'investissement dans le secteur touristique. Les investissements du gouvernement permettent aujourd'hui d'avoir de nombreuses opportunités variées dans le secteur de l'hôtellerie, mais encore il lui fallut avoir des compétences appropriées. Aujourd'hui, sur le territoire, nous avons certes des diplômés, mais pas toujours au niveau requis par les industries touristiques et hôtelières qui s'installent. Une situation qui ne va plus durer. Ce matin, à l'école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, c'est une révolution qui est en marche pour le développement des compétences professionnelles. Je viens de Boycon. Je vise à être une grande hôtelière du pays, par exemple, à être incontournable dans le domaine. Ils sont 127, venus de tous les départements du pays pour 3 mois de formation au métier de bagagiste, réceptionniste, valet de chambre et serveur grâce au programme Azoli. L'ANPE, à travers le programme Azoli, va pendant ces 3 mois-là accorder une allocation de 50 000 francs à chaque bénéficiaire. Compte tenu des besoins des ressources humaines dans ce secteur du tourisme, hôtellerie et restauration, le gouvernement a souhaité que nous puissions trouver un site pour mettre en place quand même des dispositifs de formation pour les grands hôtels qui vont ouvrir désormais dans notre pays. C'est un gros pari, mais un pari que nous sommes prêts à relever. Nous avons des formateurs qui ont au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Pour les formateurs, le cœur est déjà à l'ouvrage, avec au tableau ce premier jour des phrases fortes comme celle-là. Je tiens à cette phrase parce que si je ne comprends pas que je suis là pour servir les autres, je ne vais pas me donner pour les autres. La base de l'accueil, c'est le sourire. Et franchement, à chaque fois, il y avait le sourire. Donc, ça montre déjà qu'on a des étudiants qui ont compris déjà la base même en fait du métier d'accueil. Et ça, c'est très bien. Le Made in Bénin, c'est aussi notre savoir-faire. Et je suis persuadée que demain, quand on les verra, on verra qu'ils seront l'exemple même du Made in Bénin, mais avec de l'excellence. Donc, je compte sur eux. Des applaudissements qui témoignent d'une adhésion à ce rêve, mais aussi d'un enthousiasme, car une fois la formation terminée, l'emploi est déjà garanti dans un hôtel de Ouida pour ces jeunes apprenants. On dit hôtel 4 étoiles à Ouida, c'est plus excitant. À travers cette rentrée, le programme Azoli fait ainsi un pas de plus dans l'accompagnement de la jeunesse béninoise pour des qualifications requises en vue d'être employés sur le terrain.
Direction Glodjigbe, à un peu plus de 20 km de Cotonou, pour découvrir une ferme avicole en pleine expansion. Ce complexe produit non seulement des œufs en quantité, mais crée aussi de vrais emplois pour la jeunesse locale. Découverte de ce projet porteur dans ce reportage de Victorine Bondé et Bernol Jobé. Des fleurs, des pelouses et des palmiers. À première vue, on pourrait se croire dans un espace de détente. Mais les caquettements au loin rappellent rapidement que nous sommes bien dans une ferme. Bienvenue au complexe avicole Togbeji Doglo, spécialisé dans la production d'œufs de consommation. Première étape de la visite, la poussinière. Actuellement vide après le départ de ses derniers occupants, elle peut accueillir jusqu'à 15 000 poussins. Quand on reçoit les poussins là, les poussins de premier jour, quand ils viennent là, ils font 2 semaines là. Durant les 2 semaines, on les met dans une condition fermée parce qu'ils ont besoin de la chaleur. Quand il n'y a pas la chaleur, il y a trop de mortalité. Donc, en journée comme dans la nuit, il y a le chauffage. Après les 2 semaines, on ouvre le bâtiment pour que les puissent circuler dans le bâtiment. Et après ça, on les envoie dans un autre local. Après quelques semaines, les poussins grandissent donc et rejoignent les poulaillers. Sur le site, nous avons 3 bâtiments pondeuses. Il y a un qui est manuel, avec une contenance de 5000 pondeuses. Tout se fait manuellement. Le ramassage des œufs, y compris la distribution d'aliments. Les 2 autres sont automatiques. Contenance respective de 10 000 pondeuses et 15 000 pondeuses. Avant de poursuivre notre visite, arrêtons-nous sur cette pratique systématique observée à l'entrée de chaque bâtiment. L'eau qui est là, on met un produit. Le produit, c'est un désinfectant en fait. Pour assurer la biosécurité, quand les gens viennent, ils mettent leurs pieds dans notre eau qu'on a mis là. Juste pour s'assurer qu'ils n'ont pas apporté des virus et les microbes qui peuvent nuire à nous, notre production. La particularité de cette ferme, elle élève exclusivement des poules pondeuses de race Isa Brown, reconnue à travers le monde pour sa forte productivité. Ici, près de 19 500 œufs sont collectés chaque jour avant d'être acheminés vers les supermarchés et les grossistes. Une production qui contribue à renforcer l'offre locale et à soutenir la politique nationale d'autosuffisance alimentaire. Nous avons uniquement que les femelles. Donc les œufs que nous allons produire ne seront pas fertiles. Notre objectif en réalité, c'est de produire les œufs prêts pour la consommation. Pour les 3 bâtiments, nous produisons 650 plateaux d'œufs par jour. Les œufs que nous produisons ici ont un poids de 60 grammes. Brasseur d'air, éclairage adapté et équipement moderne. Rien n'est laissé au hasard pour garantir une bonne productivité. Au-delà de sa contribution à l'autosuffisance alimentaire, la ferme participe également à la création d'emplois. Depuis sa création il y a une dizaine d'années, plus de 200 jeunes y sont déjà passés. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes y travaillent encore. Et plus loin, un projet d'extension de la ferme se profile et offrira à une trentaine d'autres jeunes l'opportunité d'intégrer le monde professionnel. Et de retour d'une ferme avicole, que choisirez-vous dans vos assiettes, le poisson ou la viande? Entre goût, habitudes et considérations de santé à Cotonou, les avis sont partagés. Les experts en alimentation, quant à eux, tranchent le débat. Reportage Victorine Bondé et Igor Ayoso. Préférez-vous le poisson ou la viande? Je préfère beaucoup plus le poisson. C'est riche en oméga 3. Le poisson est plus facile à digérer, alors que la viande peut donner de l'hémorroïde, par exemple. Moi, j'aime manger la viande parce que ça donne les forces. Moi, j'aime les deux. Je n'ai pas vraiment de préférence. Je préfère largement le poisson. Je ne mange jamais de viande. Mais au-delà des goûts personnels, doit-on vraiment choisir entre la viande et le poisson? Pour les spécialistes de la nutrition, la question ne se résume pas à une opposition entre les 2 aliments. Il n'y a pas de préférence car chacun joue un rôle dans notre alimentation. La viande ainsi que le poisson ont des avantages nutritionnels bénéfiques. La viande est riche en fer, ce de bonne qualité qui est biodisponible, ce qui est favorable pour les femmes enceintes et les enfants en âge de croissance. Nous privilégions la viande blanche que la viande rouge, mais les deux ont leur avantage parce que dans la viande rouge, il y a une quantité de fer un peu plus importante que dans la viande blanche. Maintenant, la viande blanche, on privilégie ça parce qu'il y a moins de gras.
Et le poisson contient des oméga 3, bon pour la santé cardiovasculaire. Les fruitins, c'est riche en calcium et riche en fer. Donc, tout dépend du sexe, de l'âge et du niveau de consommation de la personne. Riche en nutriments essentiels, la viande et le poisson ont donc chacun leur place dans nos plats. Toutefois, comme pour tout aliment, leur consommation doit rester mesurée car les excès peuvent avoir des conséquences sur la santé. Pour la viande, par exemple, l'excès est lié aux viandes rouges et à la quantité de gras qu'il y a à l'intérieur. Les études ont montré que quand on dépasse une certaine quantité, ça peut affecter la santé cardiovasculaire et ça a des risques cancérogènes. On nous dit de ne pas dépasser 600 grammes de viande rouge par semaine. Et pour les charcuteries, 150 grammes. Concernant le poisson, quand on consomme en excès, on peut accumuler beaucoup de métaux de mercure à l'intérieur, ce qui a un impact neurologique. Ça peut créer des troubles de développement cognitif. C'est pourquoi souvent on privilégie les petits poissons aux gros poissons. Ce sont des poissons qui n'absorbent pas assez de métaux lourds en tant que tels. On n'a pas choisi la viande ou le poisson. Il faut varier autant que possible. Moi, je n'ai pas de préférence. Je mange le poisson comme je mange la viande. Entre la viande et le poisson, il n'y a finalement pas de vainqueur. Le meilleur choix reste celui de l'équilibre, de la modération et de la diversité dans l'assiette. Des choix qui peuvent préserver la santé. Venons-en maintenant aux urgences vitales. Quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la mesure de prise en charge immédiate, le conseiller technique du ministre de la Santé dresse un premier bilan de sa mise en œuvre. Il apporte également des précisions sur le principe de gratuité des soins. On le suit au micro de Koudous Abdoulaye et Élisée Degbeyo. Ce qu'on peut dire, c'est deux choses. C'est qu'effectivement la fréquentation a augmenté. Les gens n'ont plus de stress à aller dans les hôpitaux, surtout quand il y a une urgence, automatiquement on va à l'hôpital parce qu'on est sûr que là-bas on va recevoir les soins adéquats. Second élément qu'on a pu noter, on ne va pas dire difficulté, mais une légère malcompréhension de la mesure par rapport à nos populations qui semblent la confondre avec une mesure de gratuité. Il ne s'agit pas de mesure de gratuité, mais il s'agit d'une étude de célérité dans les soins. Vous avez une urgence vitale, on vous soigne, on lève l'état d'urgence et après vous avez le temps pour faire face aux formalités, dont le paiement. C'est vous-même qui devez payer les soins ou si c'est votre régime d'assurance qui doit y faire face. Donc, il faut qu'on discute avec nos populations pour leur faire comprendre que ce n'est pas une mesure de gratuité, c'est une mesure plutôt de prise en charge des urgences vitales avec un paiement différé. Nous avons mis en place un mécanisme de suivi où chaque jour on monitore dans les hôpitaux. Il y a un forum où il y a les responsables des hôpitaux, il y a les responsables des unités de prise en charge et on fait un monitorage des activités journalières pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les difficultés. Donc ce mécanisme est en place et effectif et suit les soins jusqu'au niveau sanitaire le plus périphérique. Mieux gérer son argent pour éviter le stress des fins de mois difficiles. Le Conseil économique et social s'invite dans le portefeuille des Béninois avec une nouvelle arme, l'éducation financière. C'est à travers la première édition de ces cafés scientifiques. Objectif, mettre en lumière les mécanismes pour aider les familles à mieux gérer leurs ressources. Le point avec Jean Lombima et Ulvaeus Balogun. Avec la cherté de la vie et les difficultés économiques, le panier de la ménagère est souvent sous pression. Entre alimentation, transport, santé et scolarisation des enfants, les dépenses du quotidien absorbent une part importante des revenus des ménages. Dans ce contexte, savoir gérer ses ressources, épargner, même modestement, anticiper les risques, apparaît comme une nécessité. Et c'est autour de cette problématique que le Conseil économique et social a réuni experts, acteurs financiers et citoyens à l'occasion de la première édition de ces cafés scientifiques. Lorsque j'ai de l'argent, j'ai des revenus, j'ai un budget, j'ai un salaire, et que je ne sais pas le gérer, c'est-à-dire je ne sais pas aller jusqu'à mettre 1 franc, 2 francs, 10 francs de côté,
Pendant les coups durs, en général, ça déstabilise l'équilibre de la famille. Placé sous le thème « Maîtriser son budget, épargner et s'assurer », l'Alliance stratégique pour atteindre la stabilité financière, cette rencontre lève le voile sur les bonnes pratiques financières au sein des ménages. Il ne suffit pas de gagner un gros montant avant d'avoir une culture éducative au niveau de ses finances. Si on a en soi l'éducation financière, l'épargne, on peut le faire aisément. J'épargne parce que j'ai identifié mes besoins, j'ai identifié qu'au-delà de mes besoins, je peux être surpris. Donc, je mets à côté et j'ai identifié que j'ai des enfants dont je veux qu'ils bénéficient de ce que j'ai eu comme effort à fournir dans ma vie. Je mets tout ceci de côté et un matin, je décide de construire ma maison, de financer l'éducation de mes enfants, d'acheter un nouveau véhicule ou même de faire face aux réalités de la vie. Le plus important, c'est ce que nous faisons avec ce que nous gagnons. On a plusieurs techniques aujourd'hui pour pouvoir mieux gérer nos ressources. C'est savoir où acheter moins, consommer moins et réutiliser ce que nous avons. Je pense qu'en pratiquant ces petites choses-là, peu importe le montant que nous gagnons, nous pouvons vivre dignement et être épanouis dans la société. Si l'inclusion financière constitue un levier important pour améliorer les conditions de vie des populations, ce café scientifique du CES ambitionne, quant à lui, de faire de l'éducation financière un outil concret au service du pouvoir d'achat, de la protection sociale et du bien-être des ménages béninois. Après les conseils pour bien gérer vos comptes, zoom sur la face cachée de l'argent numérique. Protéger ses finances peut être difficile à l'ère du numérique et parfois un simple clic pour envoyer de l'argent peut cacher un réseau criminel mondial. Comment les criminels du web utilisent-ils nos outils du quotidien pour masquer leurs crimes? Marcel Arrossi et Bernold Djogbe nous décryptent ces pièges invisibles. L'économie mondiale se numérise, les criminels aussi. Aujourd'hui, les flux financiers illicites empruntent des circuits de plus en plus sophistiqués. Applications mobiles, monnaie virtuelle, plateformes numériques ou réseaux transfrontaliers facilitent la circulation de fonds d'origine douteuse. Autant les banques qui sont assujetties à votre autorité quand vous êtes une autorité comme la CENTIF, vous savez où elles sont assujetties, elles sont sur votre territoire. Autant les solutions qu'on a aujourd'hui de numérique, de transfert d'argent, de remittance, etc. ne sont pas sur votre territoire et la réglementation est beaucoup plus compliquée à leur faire respecter. Et donc les acteurs malveillants vont chercher les moyens les plus détournés, les plus cachés, les moins exposés, d'accord, pour faire leurs transactions financières. Et certaines pratiques, parfois motivées par la confiance ou l'ignorance des risques, peuvent involontairement contribuer à alimenter des circuits financiers clandestins. Parce que vous ne voulez pas vous faire voir, vous ne voulez pas qu'on vous identifie comme étant le bénéficiaire effectif d'une activité dont vous n'avez pas réellement les capacités, mais grâce à des activités criminelles lucratives, vous arrivez à amasser des biens que vous voulez toujours cacher, dissimuler sous prête-nom ou bien sous usage de société écran. C'est très dangereux parce que dès que cela sera détecté, tous vos biens peuvent être confisqués. Les institutions financières, les entreprises, les commerçants et les citoyens sont aujourd'hui appelés à davantage de vigilance. Vraiment respecter les canaux officiels. Quand un acteur va vous demander d'utiliser des voies détournées pour lui envoyer de l'argent, méfiez-vous. Quand ils vont vous envoyer des pièces d'identité pour faire de la rémittance, assurez-vous que ces pièces soient authentiques et autant de réflexes qui sont les mêmes que ceux pour se protéger de la cybercriminalité. La première des choses, c'est d'arriver à connaître leurs clients. Réellement, qui est leur client, d'apprécier le profil risque de leur client. Informer, sensibiliser et prévenir demeurent des leviers essentiels pour réduire les risques et renforcer la culture de conformité.
Allons à présent dans le monde de la beauté, de la création avec ces figures emblématiques qui contribuent au rayonnement de l'art béninois bien au-delà des frontières. À travers leurs objets, les artistes plasticiens donnent une nouvelle vie à la matière et transforment parfois les rebuts du quotidien en œuvres engagées. Parmi eux, René Samuse et Benjamin Deguenon attirent l'attention. Jennifer Sativi et Benjamin Deguenon nous plongent dans leurs univers. Une exposition, deux univers qui cohabitent. Ici, les œuvres semblent différentes, mais parlent un langage complémentaire. Aux manettes, deux artistes. S'amuse, raconte les réalités du quotidien à partir de fils de fer. Je m'étais inspiré des nids d'oiseaux. La question que je m'étais posée, comment les oiseaux arrivent à tisser leur nid. Et c'est cette question qui m'a amené vers les fils de fer à faire comme les oiseaux. Cette sculpture, j'appelle ça le regard que porte tout que chacun de nous. Et l'oiseau représente la pensée qui voyage. Là, c'est une dame conférencière. Elle dit tout simplement, et quelle que soit la taille, la couleur, la religion ou la culture, nous sommes appelés à rester ensemble, à travailler. Juste à côté, Benjamin Deguenon nous plonge dans les profondeurs de la culture béninoise. Ses œuvres portent un message essentiel, celui du dialogue. Là, nous avons un masque intitulé « L'union fait la force ». Et c'est un masque galédien. Et derrière ça, nous avons l'abat parlable. Puisque quand il y a un problème dans une famille, c'est sous l'abat parlable qu'on essaie de se comprendre. Pour nourrir leur créativité, les deux artistes puisent leur inspiration dans la nature, mais aussi dans leur environnement immédiat. J'ai choisi la terre comme matière pour mieux faire parler ce dialogue. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons la terre en commun. On dit souvent on est terre et on retournera à terre. L'œuvre même s'impose. Tu n'as pas le choix, toi tu ne fais que suivre. C'est pas, voilà, c'est joli ou bien c'est ceci, non, c'est des questionnements. En façonnant la matière pour donner vie à l'imaginaire, l'art plastique devient ainsi un langage de paix et d'ouverture au dialogue. Place maintenant à un artiste au parcours riche et atypique. Du dessin de la presse à la peinture, en passant par la sculpture, Hector Sonon a su développer un style qui lui est propre. Rencontre avec un créateur dont le regard sur le monde inspire chacune de ses réalisations avec Mathieu Sédéméji. Entre le trait du dessinateur, les couleurs du peintre et les formes du sculpteur, Hector Sonon a construit au fil des années un univers singulier. J'ai commencé ma carrière très jeune avec le dessin de presse. Donc c'est après mon bac que j'ai eu une bourse et je suis allé faire mes études artistiques en Belgique. Spécialisé dans le dessin de presse, Hector puise son inspiration dans les réalités de la société qu'il observe et qu'il interprète à travers ses œuvres. Sa démarche artistique, ses thèmes de prédilection et le choix des matériaux qu'il utilise traduisent une volonté constante de raconter, de questionner et de faire réfléchir. Au fait, le dessin de presse et la peinture, au fait, c'était naturel parce que je faisais aussi de la peinture avec les jeunes, avec mes amis, quand on était tous au collège. Mais malgré quand je dessinais dans la presse, je n'avais jamais abandonné la peinture. Sauf que je ne montrais pas ce que je faisais du côté de peinture. Parce que je me disais que je n'étais pas encore prêt pour la peinture. Donc je continuais à travailler parallèlement à faire la peinture, mais je ne les exposais pas. Voilà la rencontre avec un créateur pour qui l'art est avant tout un langage. Le regard d'une marque qui sonne, Hector Sonon. Pendant ce temps, à Rabat, au Maroc, les Amazones du Bénin poursuivent activement leur préparation pour la Coupe du monde de beach handball. Entre travail physique, discipline tactique et recherche de performance, elles mettent à profit les derniers jours de stage pour peaufiner les moindres détails avant leur entrée en compétition. L'objectif, défendre avec honneur les couleurs nationales sur la scène mondiale. Le point avec Hugues Zinsozounon et François Zissou. Déjà de plein pied dans la préparation de leur départ de Rabat, les représentantes béninoises multiplient les séances de travail. Dans cette salle de gym,
celles qui défendront les couleurs nationales en Croatie s'emploient à atteindre leurs meilleures conditions physiques avant le jour J. Le préparateur physique ne néglige aucun détail afin d'optimiser les performances du groupe. Il y a eu un contenu très riche et varié lié au développement du foncier, le développement des capacités physiques, le renforcement musculaire, des accélérations. Cette équipe de beach handball est soumise à une préparation digne des grandes sélections nationales. Les joueuses participent notamment à des séances de visionnage vidéo destinées à analyser leurs propres prestations, mais aussi à décrypter le jeu de leurs futurs adversaires. Cela va nous permettre de bien corriger nos erreurs, de savoir ce qui nous attend en Croatie pour mieux donner de belles prestations. À quelques jours de leur entrée en lice, l'heure est au dernier réglage. Tous les aspects de la préparation sont passés au peigne fin afin d'aborder la compétition dans les meilleures dispositions. Nous ferons en sorte de mouiller le maillot à chaque match et rendre, je dirais, la vie très difficile à chaque équipe qui aura la chance de nous rencontrer. Après les séances de visionnage et les exercices en salle, place au travail sur le sable. Ici, sur les plages de Rabat, les Béninoises prennent leur repère dans des conditions proches de celles qu'elles retrouveront lors de la Coupe du Monde en Croatie. Entre rigueur tactique, préparation physique et travail spécifique sur le sable, les Amazones affûtent leurs âmes avec une ambition clairement affichée, porter haut les couleurs du Bénin sur la scène mondiale. Et à la suite de ce journal, la série The River. À 14h, le documentaire L'inconscient tout-puissant. À 15h, en nouvelle diffusion, le magazine S comme sport. 15h30, le documentaire Le vertige des pierres. À partir de 16h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match République tchèque Afrique du Sud à 17h. À 20h, la grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention.